Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Corée du Sud. Je vous ai déjà dit que je pense que c'est important de connaître des pays un peu loin de vos bases, notamment pour faire une diversification géographique de vos investissements, et puis tout simplement parce que ça peut vous permettre de tomber sur de belles opportunités. Là justement, en ce moment, en Corée du Sud, eh bien, il y a des niveaux de valorisation qui commencent à être attractifs. Je vous ai affiché ici donc l'indice, le CAP ratio, qui est le Schiller P/E ratio, qui à mon avis est un des meilleurs outils pour évaluer les niveaux de valorisation des sociétés. Tout en bas, vous avez la courbe verte qui représente les sociétés de Corée du Sud. Au milieu, en orange, vous avez les sociétés européennes et en bleu clair, vous avez les sociétés des États-Unis, les sociétés américaines. On est environ au niveau du ratio PI, on va être autour de 12-13 fois les résultats en Corée du Sud. On est autour de 20 pour les sociétés européennes et à 29 encore aux États-Unis, donc encore un niveau très élevé aux États-Unis. Et vous voyez que spécifiquement sur la courbe de Corée du Sud, tout en bas, eh bien, on est vraiment très proche des niveaux les plus bas, hein. On a un historique sur 20 ans là sur ce graphique. C'est pour ça que je regarde ce marché plus en détail en ce moment. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner notamment tous les indicateurs économiques qui sont liés à la Corée du Sud. Et après, on verra quelles sont les options pour investir. Ce n'est pas forcément une bourse qui est facile d'accès, mais il y aura des opportunités. Vous allez voir que notamment, il y a des possibilités d'investir via votre PEA. Allez, on y va, c'est parti. Comme toujours, si vous aimez mes vidéos, pensez bien à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, faire des commentaires. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. La Corée du Sud a en fait été créée en 1948. Donc ça fait suite à une scission en deux en fait de la Corée, suite à la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide. La Corée du Sud était soutenue par les États-Unis qui se sont beaucoup impliqués sur ce dossier. Et donc la séparation a eu lieu en 1948, mais il y avait toujours de grandes tensions entre le Nord et le Sud, ce qui d'ailleurs a amené à ce qu'on appelle la guerre de Corée, juste 2 ans après, en 1950. Entre 1950 et 1953, cette guerre a eu lieu, il y a eu beaucoup de morts, et finalement en 1953, les deux pays ont décidé eh bien, d'arrêter les hostilités et de faire chacun leur chemin. Et bien sûr, ça s'est suivi, ce qui s'est suivi ensuite, c'est un développement économique très fort de la Corée du Sud, alors que la Corée du Nord, eh bien, c'est beaucoup moins développé, comme vous savez, économiquement. Donc, on a 52 millions d'habitants en Corée du Sud. Donc on va regarder tout de suite l'évolution. On a eu une belle croissance depuis les années 1950 à peu près. Vous pouvez voir ici. Mais peu à peu, hein, le taux de croissance a diminué et aujourd'hui on a l'impression qu'on est quasiment eh bien, au pic en termes de population. Donc on a ensuite ici sur ce graphique les prévisions futures des Nations Unies sur l'évolution de la population. Vous voyez qu'il prévoit quand même une baisse assez forte. Et c'est dû à un facteur principal, et bien c'est bien sûr le taux de fertilité dans le pays qui est extrêmement bas. Donc vous voyez qu'on était parti dans les années 1970 de taux assez élevés, autour de 4,5 enfants par femme, mais en fait ça s'est écroulé. On est passé en dessous du seuil de renouvellement de la population qui est de 2 enfants par femme en 1983 à peu près, et aujourd'hui on est tombé extrêmement bas à 0,8 enfants par femme. Donc pour vous donner une idée, en France par exemple, je vous ai affiché, c'est la courbe bleue en France, on est autour de 1,8. On commence avec l'analyse du PIB. Donc là, on regarde l'analyse du PIB par habitant et surtout en parité de pouvoir d'achat. Donc on a vraiment besoin de la parité de pouvoir d'achat pour pouvoir comparer, hein, des choses comparables. Vous avez le classement. Tout en haut du classement, on retrouve Singapour, la Suisse, les États-Unis. En neuvième position, on va avoir la France. Et la Corée du Sud est pas très loin. Ils sont en 11e position. Pour vous donner une idée, pour la France, on a un montant de 45 000 dollars par habitant, alors que la Corée du Sud est en fait pas très loin à 44 115 dollars par habitant. Donc c'est au final assez proche. Si on regarde maintenant les chiffres de taux de croissance, là je vous les ai affichés depuis les années 1960. Donc ce qu'on voit pour la Corée du Sud, c'est que
eh bien jusqu'aux années à peu près 2000, hein, on avait vraiment des très beaux taux de croissance en moyenne pour le pays, toujours supérieur à 5% annuel. Et puis, eh bien, peu à peu, hein, ça tend à diminuer. Donc, autour des années 2000, on est passé en dessous de 5%. Et aujourd'hui, si on zoome un petit peu, eh bien, vous voyez qu'on est compris entre 2 et 3% de croissance à peu près annuelle. Voilà, donc ça diminue progressivement. Euh, et enfin, si on regarde ici le taux de chômage, donc ça c'est un point par contre très positif, hein, pour le pays. Depuis ici les années 2000, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils sont vraiment à des niveaux extrêmement bas, hein. En moyenne, on va dire entre 3 et 4%. Donc on est vraiment pas loin du plein emploi. Regardons maintenant les taux d'inflation. Donc on a ici l'évolution au cours des 10 dernières années. On voit que, comme on a observé par exemple en Europe et aux États-Unis, on a eu la même augmentation significative au cours des 2 dernières années. Euh, Ils s'en sortent pas trop mal. Ils sont là en ce moment autour de 5% à peu près de taux d'inflation. Ils ont atteint un maximum au milieu de l'année 2022. Voilà, mais les taux restent quand même encore assez élevés. L'autre point important, c'est la balance commerciale. Donc là, on va la regarder pareil sur une durée assez longue. Ce que vous voyez, c'est que bah, ils avaient quand même une belle balance commerciale positive. Et ça s'est inversé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'était à peu près en 2000, 2018-2020. Ça a commencé à baisser et là, bah, ces derniers temps, ça baisse beaucoup plus fortement, notamment sous l'effet des importations, hein, sous l'effet du prix de l'énergie qui augmente. Alors pourquoi? Parce que le pays est extrêmement dépendant de l'étranger pour son énergie. Donc ici, par exemple, ce qui est expliqué sur le site de l'EIA, c'est que euh, pour quasiment la totalité des énergies fossiles qu'ils consomment, eh bien, ils sont dépendants de l'extérieur. Comme beaucoup de pays européens, les énergies fossiles représentent à peu près 80% de leur consommation d'énergie primaire. Et là, sur le site du ministère de Corée, et ce qu'ils expliquent, c'est que de façon globale, pour toute l'énergie qu'ils consomment, ils sont dépendants de l'étranger à 93%. Au niveau des partenaires commerciaux du pays, donc je vous les ai affichés ici, eh bien c'est en premier à la fois en tant que client et fournisseur. Le premier c'est la Chine et le deuxième c'est les États-Unis. Si on regarde côté client, c'est-à-dire les exportations de la Corée du Sud, eh bien c'est 25% la Chine et 15% à peu près les États-Unis. Pour la Chine qui est en train de réouvrir, bah, ça devrait avoir un effet positif sur le pays, même si on n'a pas beaucoup d'indicateurs pour l'instant qui nous le démontre. En revanche, pour les États-Unis, on pourrait avoir une récession en 2023, donc ça n'agirait pas positivement pour les exportations de la Corée du Sud. Ensuite, si on regarde les dépenses gouvernementales, donc là, je vais vous l'afficher sur une longue période, donc les dépenses du gouvernement par rapport au PIB. Voilà, et bien comme dans tous les pays développés, hein, on a une hausse un peu continue de ce montant. Alors on est encore à des niveaux à peu près raisonnables, donc là aujourd'hui on est autour de 38%. Ça commence à être un petit peu élevé, mais on est quand même très nettement inférieur au niveau qu'on atteint en France, hein. En France, on est environ à 60%. Et deuxièmement, la dette totale par rapport au PIB. Là aussi, il y a eu une hausse régulière. Aujourd'hui, on est autour de 47%, mais encore une fois, on est à des niveaux qui sont très nettement inférieurs à certains grands pays européens qui sont tous supérieurs à 100%. Quelques mots maintenant sur la politique. Vous voyez ici le président actuel de la Corée du Sud, donc il s'appelle Yoon Suk Yeol. Il a été élu l'année dernière, en 2022. Alors ses positions sont, on va dire que c'est un conservateur libéral. Il a même dit à certaines reprises que Milton Friedman avait eu une influence importante sur lui. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui croit que l'État ne doit pas beaucoup intervenir dans l'économie, dans le secteur privé. Donc moi personnellement, je pense que c'est plutôt rassurant.
Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'élection qui a eu lieu l'année dernière. Donc, ce qu'on voit au niveau du résultat, c'est que en fait, il y a vraiment que deux partis, le sien et un autre qui s'appelle le Parti démocratique, qui ont fait un score important. L'autre parti, le Parti démocratique, c'est un parti qui est en fait un parti centriste. Donc il n'existe pas vraiment de candidat, de l'équivalent de candidat de gauche comme on a en France. Là-bas, en tout cas, ces candidats ont fait un pourcentage extrêmement faible des votes l'année dernière. Pour conclure sur ces données économiques, ce qu'on peut dire, c'est que, comme vous voyez, il y a des points positifs, des points négatifs. Au niveau des points positifs, on a encore de la croissance dans le pays, on n'a pas un pays qui est trop endetté. On a, on va dire, des politiques qui croient eh bien, au libéralisme pour aider à créer de la richesse. Donc ça, c'est des points positifs. Les points négatifs, en revanche, eh bien, c'est d'une part la dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger, comme on a vu avec la baisse de la balance commerciale très forte. Et deuxièmement et surtout, eh bien, la natalité, hein, le taux de fertilité qui est extrêmement faible. Donc face à ça, il y a quand même certains investissements qui ont été faits par la Corée qui pourraient les aider justement pour pallier à cette problématique de natalité. Et c'est eh bien, les investissements qu'ils ont fait dans le domaine de la robotisation. Donc c'est en fait la Corée du Sud, c'est un des pays les plus robotisés, voire le plus robotisé au monde. Donc il y a un indicateur par exemple qu'on peut regarder, c'est eh bien la densité de robots dans le domaine de l'industrie. Donc globalement, on calcule le nombre de robots qu'il existe par rapport au nombre d'employés et on obtient le ratio que vous avez ici. Et vous voyez que eh bien, la Corée du Sud se situe ici juste à gauche. C'est vraiment de très loin hein, le pays qui est le plus robotisé. Et donc à mon avis, c'est quand même ça un point positif parce que justement face à cette problématique de natalité, eh bien, c'est sans doute des investissements qui vont les aider dans le futur à continuer, malgré cette baisse peut-être de la population, à continuer à produire de la richesse. Comment faire pour investir sur le marché action de Corée du Sud? Vous allez voir qu'en fait, c'est un marché action qui est assez difficile d'accès. Par la plupart des brokers qui existent en Europe et même en utilisant Interactive Broker par exemple, vous n'aurez pas accès direct à ce marché. Le seul moyen d'avoir un accès direct, c'est bien, eh bien, c'est d'ouvrir un compte chez un broker en Asie. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter Substack. J'en parlerai sûrement dans les semaines qui viennent. Donc la seule solution en fait, c'est de passer via des fonds. Et donc justement, je voulais vous en présenter un aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un fonds qui est émis par Lyxor, donc géré par Amundi, et qui en plus est éligible au PEA. Donc c'est un ETF qui va répliquer l'indice MSCI Korea. Alors j'ai déjà parlé des ETF hein, dans une autre vidéo il n'y a pas très longtemps, je vais vous mettre le lien. Donc moi je suis pas, je trouve qu'il y a beaucoup de risques quand même qui sont liés aux ETF, donc je suis pas extrêmement fan. Mais néanmoins, c'est vrai que pour un investisseur qui veut pas trop s'embêter, eh bien c'est une solution simple et en plus avec un avantage fiscal puisque vous pouvez le loger dans le PEA. Alors je précise que je donne pas ici de conseils en investissement, hein, c'est à vous de faire votre propre analyse. Donc là, voilà ce fonds. On est sur un fonds donc, qui suit l'indice donc, qui s'appelle MSCI Korea 2035 Index. C'est un indice qui regroupe les grandes capitalisations et les capitalisations moyennes du marché sud-coréen. Alors la particularité quand même, c'est que vous allez avoir énormément un poids très important de la société Samsung, à peu près 30% de l'index. Donc voilà, c'est vraiment, c'est fortement surpondéré, on va dire, sur cet actif. Et ensuite, au niveau des secteurs d'activité, il y a une grosse partie qui est dans les technologies de l'information. L'industrie est à 10% ensuite et le secteur financier à peu près à 10%. C'est un fonds qui fonctionne par capitalisation, c'est-à-dire que vous ne recevez pas de dividendes, hein, les dividendes restent à l'intérieur et sont réinvestis. Ensuite, la cotation est en euros, mais par contre, là, il n'y a pas de couverture de change, c'est-à-dire vous n'êtes pas assuré contre la volatilité
entre l'euro et le won coréen. Donc c'est vous qui supportez à plein ce risque d'évolution du taux de change. Et enfin, on va regarder la performance. Donc bien sûr, la performance va être grevée par les frais hein, qui sont prélevés par les équipes de gestion pour faire fonctionner l'ETF. Ici, on a des frais courants de 0,45%. Donc il faut descendre un petit peu pour voir l'évolution. Voilà. Et vous voyez ici la performance du fonds. Alors je ne sais pas si c'est bien visible, mais vous avez la performance de l'indice qui est en orange, qui est légèrement supérieure. Et en bleu foncé, vous avez l'ETF. Et donc là, vous voyez que sur une période d'à peu près, là on est quasiment à 9 ans d'historique sur ce fonds, eh bien il y a quand même un écart significatif entre les deux, hein. Au bout de 9 ans, eh bien l'ETF fait 37% à peu près de performance, alors que l'indice de référence fait 47. Voilà, donc il y a 10% d'écart entre les deux, c'est quand même, je trouve, assez significatif. Donc c'est dû aux frais hein, et aux méthodes de réplication qui sont utilisées sur ce fonds, qui ne permettent pas forcément d'arriver à suivre parfaitement l'indice. À ce sujet, la méthode de réplication qui est utilisée pour cet ETF n'est pas une méthode classique. C'est un ETF qu'on appelle un ETF synthétique, c'est-à-dire, c'est ce qui est explicité ici, que eh bien, le fonds alors, détient certes en partie des titres en direct, mais pour une autre partie, eh bien, il a simplement des contrats de swap avec une société financière. Donc c'est comme ça que marchent les ETF synthétiques. Alors je vais vous montrer ici. Vous avez un tableau ici où vous voyez la différence entre les ETF physiques et les ETF synthétiques. Dans le cas des ETF physiques, l'équipe de gestion achète bien directement les actifs sous-jacents, les actions en l'occurrence. En revanche, pour les ETF synthétiques, ce que fait l'équipe de gestion, c'est qu'elle signe des contrats de swap avec une société financière qui, elle, donc ça peut être une banque d'investissement par exemple, qui va garantir à l'ETF qu'elle va lui verser une rémunération qui correspond à la variation de l'indice coréen en l'occurrence. Et en contrepartie de ça, elle va facturer à l'ETF des frais. Donc c'est les frais que vous voyez hein, qui viennent gréver peu à peu la performance du fonds. Le problème avec les ETF synthétiques, c'est que vous rajoutez un risque supplémentaire. Moi, je pense que les ETF sont déjà un produit un peu risqué, mais là, l'ETF synthétique, c'est encore plus risqué. C'est-à-dire que vous êtes soumis à un risque de contrepartie. Cette entité avec qui vous avez signé un contrat de swap eh bien, peut faire défaut. Et dans ce cas-là, la valeur de votre investissement peut diminuer très fortement. Et au final, votre investissement sera totalement décorrélé de la variation de l'indice. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que les ETF et encore plus les ETF synthétiques, eh bien, ce sont des outils qui utilisent des produits dérivés. Voilà, donc il y a un niveau de risque élevé. Vous pouvez diminuer ce risque en investissant directement dans les actions. C'est vraiment cette thématique-là, moi, que j'aborde notamment dans ma newsletter. Vous pouvez vous inscrire, le lien va s'afficher. Il est juste en dessous également dans la description. À bientôt. Ciao! Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement.